Fans de la Vélosphère, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est notre 4e sortie, l'émission Vélosphère, qui rentre chez vous. Ce soir, nous avons encore un sujet d'actualité, qui c'est la montée de l'extrême droite dans le monde. On le voit un peu partout, au Brésil, aux États-Unis, en Italie, et au Chili, relativement on peut le dire. Mais tout d'abord, avant d'entrer d'emblée dans l'émission, vous le savez, nous avons une équipe tout à fait formidable qui se donne corps et âme pour faire de cette émission-là ce succès qu'il commence à être déjà. Et cette équipe-là, c'est Hugues Desroches, Diskidjo, c'est Ijana Dessalines pour le maquillage, véritablement qui est toujours là, elle est d'une grande patience. C'est Dani Jean-Michel, notre frère, qui est dans la cuisine de l'émission, ainsi que Thomas Saint-Pierre. Mais au niveau de l'assistance aussi, il y a une assistante qui est tout à fait fidèle, qui est composée de Madame Magrose, qui est composée de Monsieur Aubani Pierre, de Elser Blaise et tant d'autres encore. Merci à vous et pour votre support. Ce soir, comme nous venons de le dire, l'émission concerne la montée de l'extrême droite dans le monde, même si on va pouvoir relativiser avec les élections qui viennent tout juste d'avoir lieu aux États-Unis. On voit que les démocrates ont pris le Congrès avec une large majorité, ce qui va relativiser la politique de Donald Trump qui est carrément de la droite nationaliste blanche. Mais est-ce que c'est la globalisation qui est responsable de cette montée-là? Est-ce que c'est la déception que la démocratie néolibérale, représentative, parlementaire occasionne? Tout ça, on va pouvoir en discuter pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir peut-être, même si ce n'est pas dans cette émission-là, parce qu'il n'y a pas véritablement un échange ce soir, mais sur Facebook, vous pouvez toujours laisser vos commentaires pour faire avancer le débat et pour éventuellement revenir sur des points qui peuvent paraître, qui peuvent vous intéresser ou encore qui méritent un approfondissement beaucoup plus poussé pour faire avancer le débat. Merci à vous, nous sommes d'une grande reconnaissance. Vous qui partagez tout le temps cette émission-là sur Facebook, vous qui la regardez et vous qui vous invitez naturellement vos amis à prendre connaissance de cette émission-là. Nous allons prendre une toute petite pause, nous revenons, mais restez, nous revenons tout de suite. Fans de la Vélosphère, chers internautes, nous revoici pour la suite de cette émission qui concerne l'actualité de la montée de l'extrême droite dans le monde aujourd'hui, qui est un sujet assez inquiétant, qui est une question vraiment qui intéresse beaucoup de monde, dans le sens où c'est des pays vraiment qui comptent sur la scène internationale, où il y a une véritable poussée de l'extrême droite. Le Brésil, c'est un pays avec lequel il faut compter, plus de 290 millions d'habitants. Les États-Unis, aujourd'hui 400 millions et plus, c'est-à-dire, et qui... Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, même s'ils sont talonnés par la Chine aujourd'hui. Et le Brésil, c'est véritablement la grande puissance de l'Amérique du Sud. Autrement dit, les faits politiques qui se produisent dans ces pays-là, éventuellement, ont des incidences non seulement sur leurs voisins, mais aussi sur le monde, sur toute la région. Nous, Haïtiens, nous sommes en quelque sorte concernés. Qu'est-ce qui se passe effectivement aujourd'hui par rapport à cette vague d'extrême droite dans le monde? Il y a déjà plusieurs arguments qu'il faut dire. Premier argument, c'est peut-être le fait que c'est des spécialistes de monde qui ont observé la question qui disent, c'est le fait que les promesses de la globalisation qui étaient une promesse de richesse, qui te promettent libre circulation pour tout le monde, qui te promettent liberté commerciale, mais parfois en même temps, c'est quoi le résultat aujourd'hui globalement? Nous pouvons rentrer dans le détail, c'est qu'en dépit du fait que on nous a vendu le discours que la globalisation va amener la richesse, la globalisation va favoriser la libre circulation de tous les hommes à travers tous les continents, mais réellement, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est qu'effectivement, le commerce mondial a plus que triplé. De 1972 à 2018, le commerce mondial a plus que triplé. C'est-à-dire le volume d'échanges, de marchandises, d'idées, de circulation d'objets, jamais ça n'a atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. En même temps, on le sait aussi, les hommes circulent beaucoup plus aujourd'hui. Mais en même temps, c'est que le constat, c'est que s'il y a une forte croissance du commerce mondial, en même temps, les inégalités se creusent de plus en plus. Là, il y a véritablement des poches de pauvreté. Pas seulement dans les pays qu'on qualifie de pauvres ou encore les plus pauvres, mais aussi même dans les grands pays. C'est-à-dire la pauvreté, il y a de véritables poches de pauvreté qui fait qu'il y a beaucoup de déceptions engendrées par la globalisation. Mais en même temps, il y a
un certain nombre de problèmes. Problèmes qui est lié au fait que les civilisations, jamais dans l'histoire, elles n'ont été aussi en contact, ce qui fait qu'il y a beaucoup de repères au niveau culturel que les gens perdent. Aux États-Unis, par exemple, je vais prendre un exemple. Quelle est la dynamique aujourd'hui? La dynamique aux États-Unis, c'est que les Blancs ont l'impression aujourd'hui de devenir minoritaires. Or, l'Amérique, elle a été toujours conçue comme une Amérique blanche, même si ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, c'est les hispaniques, c'est les minorités véritablement qui, démographiquement, commencent à inverser la donne. C'est la raison pour laquelle l'élection de Obama, ça a engendré beaucoup d'angoisse de la part de certains secteurs aux États-Unis. Or, c'est tous ces éléments-là. Ce n'est pas seulement économique, mais aussi culturel. Et il faut inscrire, par exemple, la montée de Donald Trump dans cette dynamique d'angoisse qui a réveillé beaucoup d'Américains dits blancs ou encore d'autres qui sont plus ou moins traditionnels. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de transformer. Les élections qui viennent d'avoir lieu cette semaine-là l'ont prouvé par rapport déjà à la diversité des candidats issus de la minorité indienne, issus de la minorité noire, issus de la communauté hispanique. Et bien, tout ça montre une nouvelle réalité. Laissons les États-Unis pour aller au Brésil. Le Brésil, c'est un peu, avec la montée de Bolsonaro, c'est récemment, avec deux gouvernements de gauche, Lula, on ne va pas le reprocher, qui a retiré plus de 50% de Brésiliens dans la pauvreté, qui a fait de véritables réformes sociales, et après, il y a Dilma Rousseff qui a pris le pouvoir, mais la suite on la connaît. Ce qui était arrivé, c'est que aujourd'hui, et Lula est en prison pour 12 ans parce qu'il a été accusé de corruption, et Madame Dilma Rousseff, elle a été destituée pour des scandales de corruption. Autrement dit, l'image de la gauche, l'image des gouvernements progressistes au Brésil a été écornée. Et il faut inscrire l'élection du président actuel dans cette ligne-là. Raison, c'est le fait que la gauche, eh bien, l'espoir qu'elle incarnait, eh bien, à un certain moment, cet espoir-là a été souillé, traîné dans la boue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, Bolsonaro a profité de tout cela pour accuser la gauche de tous les noms, de tous les maux, parce que c'est des scandales de corruption. La Coupe du Monde de 2014, on sait tout le scandale qui a eu lieu par rapport à un certain nombre de contrats, ce qui fait que aujourd'hui, la droite peut prendre le pouvoir. Cet exercice-là, toute cette pédagogie-là que nous essayons de faire, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'il faut inscrire chaque pouvoir, chaque montée de régime d'extrême droite dans ces pays-là dans leur contexte. Si au Brésil, par exemple, c'est la corruption que la gauche, elle s'est mêlée pendant un certain temps qui a favorisé la droite, aux États-Unis, c'est les années de crise d'Obama, c'est la crise de 2008, et aussi cette crise culturelle-là aux États-Unis qui a lieu actuellement là, parce que les Blancs ont véritablement l'impression de perdre le pouvoir. Parce que jamais dans l'histoire, il n'y a pas eu une révolution démographique. Bon, la révolution est déjà en cours, mais autrement dit, c'est un grand désespoir aux États-Unis dans le sens que les Blancs, pour la première fois, ont l'impression qu'ils ne sont plus maîtres des États-Unis et que les minorités arrivent à prendre le pouvoir. Et c'est la révolution qui continue. Et encore, les États-Unis, on reste, parce que c'est peut-être l'actualité que nous suivons le plus, que nous maîtrisons un petit peu, c'est qu'il y a une autre tendance qui se dégage. La tendance, c'est que, en même temps qu'on a peur de la montée de l'extrême droite, on voit le discours de Donald Trump, véritablement, récemment, on l'a vu, la campagne de Donald Trump, comment il l'a fait, c'est-à-dire, c'est surtout, il va vers l'Amérique blanche, il évite les grandes villes et cosmopolites, les grandes villes multiculturelles pour aller dans l'Amérique blanche, paysanne, l'Amérique traditionnelle. Tandis que Obama, qui était peut-être son challenger, qui faisait campagne comme véritable figure du Parti démocrate, eh bien, il est allé dans les grandes villes cosmopolites, là où il y a la multiculturalité aux États-Unis. Tout cela pour expliquer quelle dynamique qui se déploie actuellement. Alors, nous essayons dans cette partie-là de dresser les grandes lignes pour montrer, pour expliquer, pour objectiver la montée de l'extrême droite dans le monde, au Brésil, qui nous semble un cas assez typique et récent, aux États-Unis, qui est un cas qui nous permet de relativiser, qui nous permet de ne pas rentrer dans cette folle inquiétude que tout le monde a. Là, nous dressons les grandes lignes, nous allons revenir tout de suite pour
focaliser sur d'autres arguments pour entrer plus dans les détails, pour objectiver véritablement ce qui explique la montée de l'extrême droite dans le monde et en même temps pour déjà dresser l'espoir, parce que de toute façon il y a des gens qui sont véritablement inquiets. Cette semaine encore sur Facebook on a vu le débat, eh bien, il y a des gens qui posent la question pour savoir quelle incidence tous ces régimes politiques qui montent vont avoir sur Haïti. Bon, nous sommes haïtiens, du coup, l'actualité internationale, du moment où ça peut avoir une conséquence, une incidence sur notre pays, ça nous intéresse. Nous allons revenir pour entrer plus dans les détails et pour expliciter, pour véritablement partager notre compréhension de la situation actuelle qui se développe dans le monde. Nous revenons tout de suite. Bon, c'est la dernière ligne droite de l'émission Bélosphère, internautes, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore YouTube. Nous avons notre page Instagram, Bélosphère. Continuez de vous abonner à la page pour être au courant de toute l'actualité. Nous revenons, comme nous venons de le dire, pour la troisième partie, où là on va essayer d'illustrer quelques détails. Rien que pour montrer la dynamique du monde aujourd'hui et qui est capable de servir nous pour nous comprendre monter régime, quelques régimes bien entendu d'extrême droite dans le monde, cette tendance à la dictature. Nous ne pouvons pas citer sur Poutine parce que Poutine s'est déjà tellement installé depuis 2000 que ça fait 18 ans. Or, Poutine est plus catégorisé comme un gouvernement autoritaire que véritablement un régime d'extrême droite. C'est peut-être ça, peut-être nous pas installer sur lui. Un chiffre, par exemple, pour illustrer en réalité. De 1950 à 2008, c'est-à-dire 68 ans. En 68 ans, le commerce mondial, il a été multiplié par 22. J'en ai annoncé tout à l'heure. Pour montrer volume d'échange, volume de commerce qu'il y a entre pays, témoigner d'interconnexion. Donc connexion entre les pays, favorisée bien sûr par les nouvelles technologies, commerce de longue distance, moyens technologiques plus développés, la télévision, qui fait que dans une bonne situation qu'à vivre en temps réel. Autrement dit, aujourd'hui dans le monde, pour la première fois, ça c'est un grand anthropologue qui dit nous ça, les hommes, tout le monde a le sentiment que même si ils sont localisés quelque part dans le monde, mais ils font partie de la même communauté. À travers des matchs football qui sont faits en Angleterre live, ou vivre en même temps. À travers une série d'événements. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire mondiale, les hommes se représentent comme faisant partie d'un monde global. C'est-à-dire, même si nous sommes en Haïti, même tout vous pensez, c'est comme si le monde devient un village. Autrement dit, il y a une révolution faite au niveau de la pensée, au niveau de la représentation du globe. Et pas seulement au niveau de la pensée, mais aussi dans les faits, matériellement. C'est-à-dire, il y a des vagues d'immigration qui changent radicalement la donne au niveau des sociétés. Les sociétés deviennent plus ouvertes, il y a plus de monde qui vivent dans notre société. Cohabitation culturelle, parfois ils débouchent sur des crises, comme en France par exemple, la crise du modèle républicain, parce que la France aujourd'hui c'est le multiculturalisme, c'est une bonne culture qui vivent ensemble, mais dans la tête dirigeant, ils persistent à croire que la France c'est une république universelle. Autrement dit, le modèle français rentre en crise. Aux États-Unis, même si ça a été le fondement sur lequel s'est bâti aux États-Unis, mais toujours il y a des tendances racistes parfois, xénophobes, ou encore d'extrême droite, qui toujours refusent, même si c'est la réalité. Autrement dit, c'est toujours ces éléments-là, à chaque fois, que nous supposons aller pour nous expliquer une série de phénomènes. Je vais prendre notre exemple avec nous, matin, qu'on y a là. Tout à l'heure, je dis de 1950 à 2018, le commerce mondial a multiplié à 22 en termes de volume. En 1973, le marché d'échange, ça vaut le marché d'échange là, comme c'est le dollar qui c'est la monnaie mondiale, où tu as besoin 1,5 milliard de dollars pour acheter dans le monde, dollars américains pour acheter, pour marcher, pour transactions faites. Journée jeudi, au besoin 1,700 millions de milliards de dollars chaque jour. C'est-à-dire, en termes de volume d'argent, on a besoin en 2013, en 1973, à journée jeudi en 2018 là, quand on a besoin
1,7 million de milliards de dollars pour montrer comment que on commerce véritablement, on échange entre les pays. Or, ce n'est pas seulement un échange de marchandises, mais aussi il y a une circulation des hommes, il y a une émigration de beaucoup d'hommes vers les centres de production, vers les centres de la richesse. Aux États-Unis, vous le savez, c'est le centre du monde. Or, qui dit centre du monde, c'est le centre d'accumulation de la richesse. C'est le centre d'accumulation de la concentration du capital. Eh bien, le capital ne fait pas que suivre, pas seulement engendrer marchandises, eh bien, le monde qui a la recherche de mieux-être, qui a la recherche de vie meilleure, ils viennent aux États-Unis. Or, mais en même temps, ça, il y a des incidences, comme se dit, sur le plan social, démographique, sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Nous l'avons dit, une concentration de plus en plus de la richesse. Je ne dis, il y a quelques familles, ils sont au nombre, les 25 personnes les plus riches dans le monde aujourd'hui, à eux seuls, ils ont concentré plus, 25 entreprises, on va dire, ils ont concentré plus de la 60% de richesse mondiale là. Autrement dit, une inégalité assez criante. Or, le discours qu'on a vendu depuis les années 80, depuis cette entrée massive dans l'économie néolibérale, dans la démocratie représentative qui a comme les droits de l'homme et en bonne notre idée, eh bien, ces espoirs-là, eh bien, ils ont été trahis. Ce qui fait que, même s'il n'est pas expliqué toute situation, tout contexte, mais à chaque fois, dans des pays, eh bien, ça, vous supposez toujours avancer comme argument parce que c'est sous eux, politiciens et chita pour faire mon adhérer avec idéaux, mais parfois c'est tout simplement Donald Trump, on l'a vu en 2016, lors de l'élection avec Hillary, il a dénoncé systématiquement que les États-Unis sont en train de devenir un pays du tiers-monde, et third world country. Il dit tout le temps. Il a dénoncé l'immigration. Les Mexicains, par exemple, c'était son modèle de campagne la semaine dernière, qu'il accuse de criminels, de vendre de la drogue, autant de mal, de mots en bien qui sont en cours aux États-Unis. Au Brésil, on voit la même chose. C'est-à-dire le discours de haine que le président élu a déferlé contre les bidonvilles, les pauvres. Parce que, eh bien, c'est les pauvres qui sont responsables qui sont véritables soutiens encore base électorale de la gauche. C'est ces mecs-là qui génèrent l'insécurité dans le pays. Et là, c'était véritablement son fonds de commerce, de campagne. Et en Italie, il y a encore un cas actuel de montée d'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe en Italie? L'Italie aujourd'hui, c'est en quelque sorte la porte de l'Europe par rapport à la Méditerranée. Or, toutes les immigrations résultantes de crises qui gagnent tantôt en Syrie, tantôt en Libye et en Afrique globalement, eh bien, le pays le plus proche, il suffit de traverser la Libye, la Méditerranée, c'est l'Italie. Autrement dit, l'Italie, c'est la porte d'entrée de l'Europe par rapport à la Méditerranée, par rapport à l'immigration. Or, les Italiens, ils voient l'immigration comme une menace pour leur pays, et de là, il y a certains qui surfent sur l'immigration, sur ce discours-là pour dire que l'Italie est envahie par des étrangers, par la guerre en Syrie qui provoque des millions de déplacés, par la guerre en Libye et aussi les Africains qui nous envahissent. Autrement dit, pour chaque système, pour chaque pays, pour chaque contexte, il faut mettre ensemble un ensemble d'éléments assez précis qui expliquent la montée de l'extrême droite dans le monde. Mais aux États-Unis, sur lesquels nous devons absolument revenir, cette semaine, on l'a vu, avec les élections, eh bien, qui, en quelque sorte, désapprouve le discours de Donald Trump. On le sait, en 2016, beaucoup de nos minorités ne sont pas allées voter. La raison, on ne sait pas, on n'est pas spécialiste des États-Unis, mais cette semaine-là, la semaine qui vient de passer là, on a vu que les minorités, par rapport à ce discours de haine, par rapport aux provocations répétées de Donald Trump, en pile, monde décidé à le voter. Ils ont décidé à le voter, notamment les jeunes, les minorités, et on l'a vu au Congrès, et la Chambre des représentants, ce qu'on appelle la Chambre basse aux États-Unis, la Chambre des représentants, le House représentative, il est complètement dominé par les démocrates. Ce qui fait que Donald Trump n'a plus les moyens de sa politique et désormais il doit tout négocier. Et pour vous dire que, certes, on doit être toujours inquiet de la montée de l'extrême droite, parfois qui peut déboucher sur qui peuvent parfois paraître ouvertement xénophobes, qui peut générer un discours raciste contre l'étranger, mais aussi qui peut faire en sorte que les pays se replient sur eux-mêmes. On l'a vu, Donald Trump.
C'est-à-dire, sa tentative, c'est de faire un sorte de repli par rapport aux États-Unis, avec barrières douanières, taxes par rapport à la Chine, taxes par rapport à d'autres pays. Mais au fait, aujourd'hui, le monde, là où l'on est, avec toutes ces révolutions technologiques, toutes ces innovations dans le domaine de la technique, mais on a l'impression qu'on ne peut plus faire arrière. Parce que déjà, toutes les sociétés ont tendance à devenir multiculturelles, mais toutes les sociétés sont en quelque sorte interconnectées et tous les pays sont dans une sorte d'interdépendance mondiale. Nous dépendons de l'autre. Autrement dit, aujourd'hui, ce ne sera pas facile de revenir à l'ancien mode, à l'ancien temps où les pays se replient sur eux-mêmes, où les pays pensent qu'ils n'ont pas besoin d'autres, ou encore pensent qu'ils peuvent véritablement ériger des frontières pour pas laisser, pour que les gens ne rentrent pas et seulement laisser les marchandises. Là, c'est une autre époque, le monde, l'humanité est en train de vivre un nouvel âge, je peux le dire comme ça, c'est le nouveau monde, le monde de l'internet, le monde de la communication effrénée, le monde qui devient, comme beaucoup le disent, un monde global. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir traiter ce sujet d'ailleurs, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui a beaucoup de contours qu'il faut maîtriser. Nous pensons inviter des personnes qui sont véritablement dans la littérature de la globalisation, qui véritablement observent l'actualité, qui sont dans les relations internationales pour expliciter davantage la montée de l'extrême droite dans le monde. C'est la raison pour laquelle déjà nous commençons véritablement à acharner nous pour nous joindre des mondes qui sont assez spécifiques pour nous inviter dans l'émission, pour venir parler de quoi il en est exactement par rapport à la montée de ces régimes-là, de ces pouvoirs d'extrême droite, parfois xénophobes, racistes, antilibéraux ou encore qui essaient de fermer les frontières. Le sujet n'est pas épuisé, on reviendra de toute façon, mais vous aussi vous pouvez laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Dites-nous ce que vous pensez, dites-nous les faiblesses de l'émission, dites-nous à quoi vous vous attendez dans nos argumentations sur Instagram, la page émission Mélosphère et aussi sur YouTube. Laissez vos commentaires pour que on fait, vous et moi, cette émission-là, véritablement un vrai espace de débat, ce succès-là, comme j'aime le dire, qu'il commence à être déjà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le débat il est ouvert, le débat, nous ne faisons que poser les bases de cet édifice-là, mais véritablement, le sujet vous revient, véritablement, vos commentaires, c'est ce qui compte pour faire de cette émission-là, pour continuer à pousser l'émission dans cette voie déjà qu'elle s'est engagée. Merci à vous qui avez suivi l'émission, merci à vous qui partagez l'émission, mais comme je vous le dis, cette émission-là ne serait jamais possible sans le travail sans faille de Games des Roches, de Skidio, de Ijana Dessalines et de toute l'assistance qui est d'une grande fidélité, Elser Blaise, Thomas Saint-Pierre, Obani Pierre, Madame Marie-Rose Saint-Pierre et tant d'autres que nous n'avons pas le temps de citer. Merci à vous. Déjà, nous vous disons à la semaine prochaine pour une autre émission pour faire avancer la Mélosphère, pour faire avancer le débat. Merci, Madame, Monsieur.